Can you see my screen, Tanya? Yes, I can. Oh, good, perfect. Du coup, je vais pas prendre beaucoup de temps. Mon objectif pour aujourd'hui, avant de laisser la main à mes collègues, ça va être tout particulièrement de dire quelques mots sur les études d'art à l'étranger. Donc, pour rappel, je m'appelle Alice Barbier, je suis responsable pédagogique au sein de Study Experience. Je suis rejointe aujourd'hui par Tania de Arts University of Bournemouth et de Edwige qui va vous parler en détail des portfolios pour intégrer des écoles d'art à l'étranger. Avant même de parler des études d'art à l'étranger, la première question qu'on peut se poser, c'est tout simplement pourquoi étudier à l'étranger. C'est vrai que des études d'art, on peut en faire à l'étranger, on peut aussi en faire en France, on a très bonne formation en France. Du coup, pourquoi l'étranger ? Déjà, dans un premier temps, c'est tout simplement pour une question d'ouverture d'esprit. C'est vrai qu'intégrer une université à l'étranger, que ce soit au Royaume-Uni, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Nord, ça peut être le Canada, ça peut être les États-Unis, c'est automatiquement se confronter à une nouvelle culture, se confronter aussi à un nouveau système éducatif, à une nouvelle pédagogie. C'est à la fois une ouverture d'esprit humaine, mais aussi personnelle et académique. C'est vrai qu'aller étudier à l'étranger de manière générale, ça vous permet de découvrir de nouvelles façons d'apprendre. Les pédagogies qu'on va trouver au Royaume-Uni, au Canada, en France sont totalement différentes. Ce ne sont pas du tout les mêmes cursus éducatifs, ce n'est pas du tout les mêmes objectifs de formation. Et ça peut vous permettre effectivement de véritablement découvrir des systèmes éducatifs qui vous correspondront peut-être à 100%, notamment pour les étudiants qui ne seraient peut-être pas forcément hyper à l'aise dans le système éducatif dans lequel ils sont actuellement. C'est aussi une très bonne façon de vous imprégner d'une nouvelle culture. C'est vrai que les universités étrangères, et notamment les universités anglophones, sont des établissements très internationaux. Il n'est pas rare dans ce genre d'université d'avoir entre 15 et 20% d'étudiants internationaux. Donc c'est une très bonne occasion pour vous non seulement de vous confronter à la culture du pays dans lequel vous allez étudier, mais aussi de vous confronter à toutes les cultures internationales que vous pourrez rencontrer sur le campus, puisque vous allez pouvoir finalement créer des liens avec des étudiants qui viennent finalement un petit peu de tous les horizons. Qui dit étudiants de tous les horizons dit aussi création certains réseaux. Ça, c'est quelque chose de très important dans les universités à l'étranger. Assez souvent, il n'est pas rare d'entendre que finalement, les étudiants que vous fréquentez sur les campus à l'étranger, vos amis d'aujourd'hui deviendront certainement vos collègues de demain. C'est pas rare finalement qu'il y ait des liens qui perdurent entre les personnes que vous rencontrez dans vos cours et ensuite quand vous allez commencer un projet professionnel. Et de manière générale, ça va au-delà de ça. C'est vrai que vous avez beaucoup d'universités étrangères qui ont des gros liens avec les entreprises, qui vont pouvoir vous proposer des stages, des workshops, des séminaires où vous allez pouvoir rencontrer voilà, des employeurs un petit peu de tous les domaines. C'est aussi un très bon moyen finalement d'avoir un premier pied dans le monde du travail et de commencer à vous faire un certain réseau. C'est bien évidemment la maîtrise de plusieurs langues. C'est sûr que si vous allez étudier en Angleterre ou aux États-Unis, bon, c'est la maîtrise de la langue anglaise, mais idem si vous allez par exemple en Espagne ou en Italie pour aller faire une école d'art, si votre programme est en anglais, vous maîtriserez l'anglais, mais vous allez aussi maîtriser la langue du pays. Et on sait qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, maîtriser 2 langues, voire 3 langues, ça devient impératif absolu. Et c'est aussi un très bon moyen de vous distinguer sur le marché de l'emploi, dans le sens où aujourd'hui, on voit beaucoup d'étudiants qui, en faisant des écoles en France, vont pouvoir faire un semestre ou une année à l'étranger, mais qui, par contre, ne font pas forcément un cursus entier, un diplôme entier à l'étranger. Le fait de faire un diplôme complet à l'étranger, c'est vraiment un bon moyen de vous distinguer par la suite quand vous allez vouloir vous insérer sur le marché du travail. Maintenant qu'on sait un petit peu les raisons qui poussent à l'étudier à l'étranger, reste la question de bien choisir son université. Parce que dès qu'il s'agit de choisir une université, on peut se rendre compte qu'il y a énormément de choix. Au Royaume-Uni, vous pouvez avoir plus de 200 universités. Les États-Unis, j'en parle même pas, 4000 universités sur le territoire, etc., etc. Ça peut vite devenir un vrai casse-tête de bien choisir son établissement. Pour bien choisir son université, il faut se poser en fait les bonnes questions, tout simplement. Et là, j'en ai listé quelques-unes qui sont très, très importantes. La toute première question, c'est de vous poser la question du type d'établissement et d'enseignement que vous voulez. À l'étranger, vous pouvez trouver des universités qui vont être très académiques, très théoriques, qui vont être finalement très bien pour les étudiants qui veulent étudier des domaines, on va dire purement académiques. Si vous voulez faire de l'astrophysique, de la biologie, de la science politique, aller vers des universités qui sont des gros établissements de recherche avec un enseignement plutôt théorique,
va très bien fonctionner. À l'inverse, vous pouvez trouver des universités qui vont être très pratiques, qui vont avoir des enseignements qui sont assez terre à terre, qui vont être moins poussés probablement sur la recherche et beaucoup plus sur le concret de votre cursus. Typiquement, pour des étudiants qui veulent faire de l'art, ce type d'université va beaucoup plus vous correspondre. Il faut aussi se poser la question de l'environnement et des campus. Est-ce que vous voulez une grosse université, une petite université? Est-ce que vous voulez une université qui soit en ville, vont vous permettre de filtrer petit à petit, finalement, les universités qui vont vous correspondre. Posez-vous aussi la question de la vie étudiante. Toutes les universités disposent de ce qu'on appelle des student clubs, des organisations où vous pouvez, en dehors des cours, vous épanouir et puis pratiquer un petit peu tout ce que vous aimez en dehors des cours, que ce soit voilà, la littérature, le cinéma, que ce soit même l'art que vous étudierez en classe, vous pouvez le reporter sur vos activités extrascolaires. Donc, regardez bien un petit peu ce qui est proposé au sein des campus et des organisations pour être sûr d'être dans un environnement qui vous convient. Il y a aussi bien évidemment la question du coût des études qui va être important. C'est vrai que les universités étrangères ont des frais de scolarité qui vont grandement varier d'une université à une autre, mais aussi d'un pays à un autre. Posez-vous bien la question de ce qui est envisageable pour vous pour faire un choix d'université qui est viable. L'idée, c'est vraiment que vous alliez sur des universités où financièrement, c'est envisageable sur la durée totale du cursus pour ne pas vous retrouver en difficulté en plein milieu, effectivement, de votre diplôme. Vous remarquerez que finalement, dans ces critères-là, je n'ai pas forcément parlé de la question des classements universitaires. C'est souvent une question qu'on nous pose. Pour moi, c'est une question qui n'en est pas vraiment une. C'est vrai que si vous prenez notamment les classements mondiaux, les classements un peu généralistes, le critère numéro 1 qui va faire qu'une université est très bien classée, c'est sa propension à faire de la recherche. Plus elle va faire de la recherche, plus elle va investir de l'argent dans la recherche, plus l'université va être très bien classée. Or, pour des étudiants qui, comme vous, je l'imagine, sont plutôt intéressés par des domaines artistiques, la recherche, c'est pas le critère numéro 1. Donc, globalement, si vous prenez le top 10 de n'importe quel pays des universités, vous allez tomber toujours sur les mêmes noms. Vous allez tomber sur Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, MIT, Stanford. C'est clairement pas vers ces universités que vous allez vous tourner pour faire de l'art. Soit elles n'ont tout simplement pas de cursus d'art, soit elles vont avoir des cursus d'art, mais qui sont pas forcément adaptés à ce que vous voulez faire. Ça va être des cursus qui sont plutôt théoriques, plus que pratiques. Donc, la question des classements, vous pouvez regarder des classements très spécifiques sur le domaine de l'art pour voir effectivement les universités qui seraient bien cotées. Mais en fait, j'ai surtout envie de dire, répondez d'abord aux premières questions que j'ai citées ici, donc le type d'établissement, le type d'enseignement, quel environnement, quel type de campus, gros campus, petit campus, etc. La question de la vie étudiante. Et si, en répondant à toutes ces questions, l'université ou les universités qui vous correspondent tout particulièrement sont très très bien classées, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, vraiment, c'est pas le point le plus important. Vous avez beau intégrer la meilleure université mondiale, si ce n'est pas une université qui vous correspond sur les points essentiels, ce n'est pas une expérience étudiante que vous allez réussir. Donc vraiment gardez en tête que les questions préliminaires que j'ai posées sont beaucoup plus importantes que simplement la question des classements. Maintenant qu'on sait un petit peu voilà, comment choisir son université, pourquoi étudier à l'étranger, on va rapidement passer en revue les diplômes que vous pouvez préparer. Là, je vous ai fait un petit tableau, on va dire, comparatif des diplômes qu'on peut trouver à l'étranger et des diplômes qu'on va avoir en France. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de similitudes. Le premier diplôme que vous pouvez préparer à l'étranger, c'est ce qu'on appelle le Bachelor's Degree, qui est l'équivalent de la licence chez nous. Donc, c'est un diplôme qui va se faire en 3-4 ans selon les destinations. Au-dessus, vous avez le Master's Degree, qui est l'équivalent du master chez nous. Donc, chez nous, il se fait en 2 ans. À l'étranger, ça peut être 1 an ou 2 ans selon un système éducatif. En amont et tout en dessous, j'ai marqué ce qu'on appelle la Foundation Year, qui est une année de préparation. Et en art, spécifiquement, c'est quelque chose de très courant. Je vais le passer en revue juste après. Il y a beaucoup d'étudiants qui font une année de Foundation Year en art pour justement bien préparer leur admission dans les écoles d'art, qui sont généralement assez sélectives. À côté de ça, vous avez des diplômes que je dirais un petit peu intermédiaires, que vous pouvez trouver à l'étranger également. Vous avez ce qu'on appelle le HND, Higher National Diploma, ou Associate Degree, ce qui est son équivalent en Amérique du Nord, qui est un diplôme technique qui vise vraiment l'acquisition de compétences bien précises, qui est généralement plus court que la licence, qui se fait en 2 ans. Et au-dessus, vous avez la possibilité, après un HND, donc un cursus de 2 ans, de faire une 3e année de bachelor, ce qu'on appelle un top-up degree, qui va vous permettre de récupérer le niveau le plus haut du premier cycle. Ce serait un peu l'équivalent chez nous de l'enchaînement entre un BTS et une licence professionnelle.
Donc, ça vous donne un petit peu un overview, en quelque sorte, des diplômes qu'on peut préparer à l'étranger, les plus courants étant le bachelor, le master et bien évidemment la foundation year. Quand on parle d'études d'art, alors ça, je ne vais pas m'étaler beaucoup dessus parce que derrière, mes deux collègues vont en parler beaucoup plus. C'est vrai que l'art, c'est assez généraliste. Ça peut comprendre beaucoup de domaines. Là, j'en ai cité quelques-uns. Ça peut être les beaux-arts, donc tout ce qui est peinture, sculpture. Ça peut être les arts appliqués, donc tout ce qui va être lié au design, tout ce qui va être la mode, etc. Ça peut être le digital, donc tout ce qui va être game design, jeux vidéo, animation. Ça peut être l'architecture, ça peut être les arts du spectacle, ça peut être la musique, ça peut être le cinéma. Donc c'est vrai que quand on parle d'études d'art, finalement, ça englobe beaucoup de domaines. Et donc ça vous demande, vous, de votre côté, d'être bien au clair sur le domaine que vous souhaitez faire, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par les arts de manière générale, mais qui ne savent pas forcément quel domaine précisément ils veulent faire dans les arts. Est-ce que c'est effectivement du design? Est-ce que c'est du design d'intérieur? Est-ce que c'est de l'architecture? Est-ce que au niveau digital, c'est de l'animation ou c'est des jeux vidéo? Donc tout ça, ça demande quand même pas mal de réflexion. Et c'est là où finalement, la foundation peut être intéressante pour vous, entre autres, et pour diverses raisons. La foundation, c'est un programme qui se fait avant le bachelor, qui est très courant finalement à l'étranger, et surtout lorsqu'il s'agit d'étudier le grand domaine des arts, on va dire. Vous avez beaucoup en fait d'universités à l'étranger qui, pour intégrer un cursus en art, peu importe le domaine, vont déjà vous demander ce qu'on appelle un portfolio, c'est-à-dire un document, enfin des documents qui vont démontrer un petit peu votre capacité créative dans le domaine qui vous intéresse. Les portfolios qu'on peut vous demander peuvent être assez costauds, mine de rien. Ça demande beaucoup de préparation et ça demande quand même pas mal de compétences. Et de ce fait, même si vous avez pris par exemple la spécialité art au sein de votre lycée, parfois les connaissances que vous avez accumulées ne sont peut-être pas forcément suffisantes pour décrocher directement une place dans un bachelor dans un domaine lié aux arts. Donc c'est vrai que très souvent, et ça pour toutes les nationalités, beaucoup d'étudiants vont aller faire une année préparatoire, donc une foundation year en art, directement à l'université, pour leur permettre à la fois de préparer à fond leur portfolio pour décrocher des admissions au niveau bachelor, mais c'est aussi une très bonne opportunité pour les étudiants internationaux d'avoir une année de plus pour choisir sa spécialisation. Je l'ai dit juste avant, les arts, c'est large. Ça peut être du design, de l'architecture, du design d'intérieur, etc. Si vous n'êtes pas totalement au clair sur le domaine que vous voulez faire en art, ça peut être un très bon moyen de tester un petit peu des domaines avant de vous spécialiser au niveau bachelor. Ça peut être aussi une année de transition pour faciliter votre intégration. C'est vrai qu'étudier à l'étranger, c'est se confronter à une nouvelle langue, à une nouvelle culture, à un nouveau système éducatif, un nouveau système d'enseignement, de notation. Ça vous fait une année un petit peu plus en douceur pour vous acclimater à ce nouveau système et commencer, on va dire, beaucoup plus sereinement vos études au niveau bachelor. C'est aussi une année pour tester si vous êtes dans la bonne voie. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui sont absolument persuadés qu'ils veulent faire du design et après une année de foundation, ils se rendent compte que finalement, c'est pas tant le design qui les tente, c'est plutôt l'architecture. Du coup, ça permet de confirmer aussi votre choix d'orientation. Et pour les étudiants internationaux spécifiquement, c'est aussi un bon moyen de vous acclimater au niveau d'anglais qui va être requis, puisque souvent les foundation year vont avoir un niveau d'anglais un petit peu inférieur en termes de prérequis à ce que pourrait demander une entrée directe en bachelor. Donc la foundation year, surtout pour les domaines artistiques, j'ai envie de dire, c'est un peu un passage obligé. Vous avez même des universités, si on prend une des plus connues au Royaume-Uni, qui est St. Martin's, où très très peu, voire quasiment pas d'étudiants rentrent à St. Martin's sans avoir fait une année de préparation. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut considérer. C'est pas une perte de temps du tout, c'est vraiment ce qui va vous permettre de bien commencer vos études en art à l'étranger. D'un point de vue timing, ça c'est un peu le timing, alors c'est mon timing un peu bisounours, on va dire, hein. On n'est pas obligé de s'y prendre aussitôt, mais c'est vrai que si on veut préparer des dossiers, on va dire, dans les règles de l'art, dans un monde idéal, on s'y prend à peu près 1 an et demi, 2 ans avant de se lancer. Bon, je vous rassure, hein, si vous y prenez maintenant pour la rentrée prochaine, on est toujours dans les temps, pas de souci. Là, c'est vraiment mon timing bisounours. Globalement, vous avez un peu le déroulé de la façon dont on procède, c'est-à-dire que dans un premier temps et bien en amont, vous allez vous renseigner un petit peu sur les programmes que vous pourriez faire en art et les prérequis. Les prérequis, typiquement, voilà, est-ce qu'il faut un portfolio, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le portfolio, etc. Ensuite, vous allez choisir vos universités en fonction des critères que j'ai évoqués et commencer à lister les pièces à fournir. Est-ce qu'il faut une lettre de motivation? Est-ce qu'il faut des lettres de recommandation? Est-ce qu'il faut passer des tests officiels? S'il faut passer des tests officiels, j'en ai listé 2 ici, typiquement test d'anglais, il va falloir effectivement les préparer en amont et les passer. Ensuite, vous allez monter votre dossier d'admission.
Donc justement, tout ce que j'ai évoqué avant, hein, portfolio, lettre de motivation, lettre de recommandation, peut-être des traductions assermentées de certains documents si vos documents sont en français et qu'il faut les fournir en anglais. Généralement, à peu près 8-10 mois avant la rentrée, vous allez déposer vos dossiers d'admission. Vous allez ensuite attendre les réponses d'admission de la part des universités. Et ensuite, vous allez préparer tout ce qui va être préparation au départ, tout ce qui va être logement, assurance, etc. Et nous, concrètement, en tant que study expérience, notre rôle, c'est justement de vous accompagner dans toutes ces démarches-là. C'est-à-dire qu'on accompagne les étudiants de A à Z, de la sélection des universités et des programmes, au montage des dossiers, à la préparation des dossiers. Donc, on va vous aider effectivement pour tout ce qui est lettre de motivation, lettre de recommandation, portfolio, enfin tous les éléments qui vont être requis. On va vous aider à déposer vos dossiers, à faire le suivi de vos admissions. Puis une fois que vous avez vos offres d'admission, on va vous aider dans la préparation au départ. Voilà, j'ai déjà pris pas mal de temps. Je vais laisser la main à Tania de Arts University of Bournemouth pour présenter son université. Et dès que Tania a terminé, je laisserai la main à Edwige qui va vous parler un petit peu plus en détail de la préparation des portfolios. Tania, I will stop sharing my screen. Normally, you should be able to share yours. Let me check. How can I do that? Yeah. Here we go. Can you try to share yours? Oh, no, not that one. Wait, that's the wrong one. How do I stop? Wait, that is definitely the wrong one. Wait, share screen. Wait. No, that one? Yes, that's the right one. Yeah, perfect. Oh, let me just make sure I press the right button. That's it, right? Can you see it? Yeah, we can see it. That's perfect. Fantastic, fantastic. Bonjour, tout le monde. Bonjour. My name is Tanya, and I work in the international team at Arts University Bournemouth. I'm going to present this in English. I hope that's okay with everybody. I can speak some French, so if there's some things you don't understand, I'll see if I've got the word in my mind, but I'm sure otherwise somebody else can help me. What I'm going to do is I'll tell you about Arts University Bournemouth. I'll tell you about the courses and what you need to apply. And then I will focus on one of our courses that I think is just to show you that how just a fun course that we do that is very in demand. And then it'll be over to for your to finish the presentation about portfolio. So that's what I'm going to do. So first of all, we start with this slide here, which is really kind of sums up Arts University Bournemouth. I don't know if any of you have heard of us before, but we are a specialist arts university. And this building kind of sums up what we're about. I don't know if any of you can have a guess what you think that is for, but the clue is on the right, and it is our drawing studio. It's a brand new studio built a couple of years ago by a very well-known British architect called Sir Peter Cook, and opened by the even better-known architect Zaha Hadid, the very famous lady architect, because her company works with our students a lot. So, because if you're creative, it doesn't matter what field you're in, whether you paint, whether you write, whatever you do, observation is key. So here at Arts University Bournemouth, we do a lot of drawing. So one campus, which is quite a rare thing now. The advantages of having one campus is that all of our courses are together, which is a great advantage to you as a creative student to be surrounded by that. We have multiple disciplines and unlimited possibilities. That sounds pretty cheesy, but it's true. We do art, design, media and performance, and architecture. Some more cheesy words there: innovation, collaboration, and connect. Those are kind of like our motto, because that's what it's all about. For you as a creative person, it's key that you know those three words, because when you go into work,
that's how the creative industries work. You have to be innovation, collaborate with other, never do things on your own. And it's always networking, connections, very important. So that's what we were about to do. Oh, I must say that all the images I use is students' work from Arts University Bournemouth. This beautiful image is by our historical costume students. And you've probably actually seen some of their works. If any of you have watched The Crown or Bridgerton or Downton Abbey, that's a lot of our students, our graduates, go on to work in sets like that. So our courses will reflect very much what it's like to work in the industry. We have a lot of people from industry coming to our campus because of the high quality of the teaching, because of the high quality of our students, and the relevance to industry. Being a creative student, I want to tell you, is a great advantage over other students in other courses, simply because of the way you have to adapt, the way you have to be disciplined in your work, and the way that you can turn your mind and your hand to the next thing. There we go. It says it there. Project management, organization skills are very valued in no matter what job you go into, and creative courses will teach you that. So here's a little short film to introduce the campus. Enjoy if I can get it to work. Okay, so that gives you a rough idea of what we're about. I also want to say that we are home to the Bournemouth Film School. This is the biggest film school in the UK outside of London. As you can see by the past film there, there's a lot of intercollaboration with the film and media, and this brings a lot of our courses together. This is another little short film. If I can get that to work, that's another one. No, that one doesn't want to work. Oh, well, basically, just to say that the Bournemouth Film School is made up of 5
6 courses like animation, film production, costume, makeup for TV, visual effects, and acting. You can see there you can get an idea of how the courses are interdisciplined there. We have a very, very high employment rate after 6 months, especially higher than that now. You may know some of our famous graduates. Talk about the film school. If any of you have heard of Edgar Wright, who did the film Baby Driver, Hot Fires, all those, he was one of our students. Just sure I tell you that one. So why Bournemouth? I'm sure a lot of you will know Bournemouth. I'm hoping you will. We're on the south coast of the UK. My mother-in-law lives just near Cherbourg, and I can take a boat from Poole in 4 hours. I'm in Cherbourg. We can fly from Southampton to Paris. So we're very close to France. We're only 2 hours from London. Of course, on the beach, 10 miles of beach. And there's a lot of creative industries have moved out of London to the south coast, particularly after COVID. So it's a very creative part of the world to live in. And Bournemouth itself has 3 universities, so there's a lot of students. It's a really great place, especially in the summer. Maybe not today because it's cold. So the courses we run, we do the foundation course, undergraduate and postgraduate. Now the foundation course, which was very beautifully explained to you just now, is a really important course, and I really encourage students, if you can, to do one. If you're not sure what you want to study, they are brilliant, and you'll be introduced to courses that you had no idea existed. You'll be introduced to talents you had no idea that you had. And they are a great way to get yourself used to living in the UK, being at a university, all things like that, preparing fantastic portfolios. We have 30 undergraduate bachelor's degrees and 13 postgraduates. And then we also have research degrees as well. So here's a list of some of our courses. Take a look there. I'll leave that there for you to go through. If there's anything you want me to ask me about, please do afterwards. So you can see there, we really do cover the whole art, design, media, performance, and architecture. And these are new courses we're bringing in: games art, communication design and strategy, all these ones. Creative technologies is a fantastic course. The future for creative students, for students in the creative industries, is amazing at the moment. It's the fastest growing sector of industry, well, second fastest growing sector of industry in the UK, or even globally. I heard it in a lecture yesterday. You just have to look around you and see all the fantastic things that are happening with VR and virtual reality and AI and everything. It's just an amazing time to be a creative person. And for you young students now going into to study the creative subjects, it's going to be a fantastic future for you. Here's a list of our postgraduate courses. I've put these on here. I don't know if anybody watching will be interested in postgraduate, or you're mainly undergraduate. So those list those there. So what would you need if you wanted to come along to us? This is a general list of our qualifications. Obviously, we accept qualifications from every country that are relevant, but and can match up to approximately 120 UCAS points. UCAS is the company that you would apply to us through. So how would you apply? Obviously, you can apply through your study experience. They can help you with all of your application. You can apply directly through UCAS. You can also apply to a foundation and a bachelor's, so an undergraduate degree, at the same time. I just thought I would say that to you now. If you're not sure, or if you want to double your chances,
apply to both at the same time. So if you don't get into the BA, into the undergraduate, probably more likely get into the foundation year. We do also ask for English language, IELTS level for, I'm trying to think what they are now, for foundation is 4.5, for undergraduate it's 5.5, and postgraduate it's 6. We do accept different English language qualifications as well. So the whole point of this as well is to talk about portfolios, and we are very aware that creative students aren't always the most academic. Us creatives, I'm one as well, I'm an illustrator, we think in a different way, we think very visually, and sometimes our minds don't quite work as well as somebody who would be studying just the sciences or something like that. So that is why we ask for a portfolio. And that's why our points aren't that high, to be honest, I don't think. Because the portfolio is really, really important. It tells us how you think and all about you. And that is what we're more interested in, to be honest. So fees are very important. These are our fees. Foundation diploma, I just thought I'd say to you that foundation diploma, that's the price for a year. If you wanted to study a foundation at UAL in London, that would be over, I think it's £23,000. So we're reasonably priced, considering our foundation is exactly the same examining board. In fact, it's UAL who run our foundation. So undergraduate degrees, they vary in price. Our most popular courses, I'll be brutally honest with you, our most popular courses, which are animation, costume, film production, and model making, are just a little bit more expensive. Postgraduate, full-time, £19,950. Now, these might sound a lot of money to you, but don't worry, because we are here and we offer scholarships. We offer progression bursaries. If you wanted to help pay your fees earlier, there's discounts, so many discounts that you can get. All international students will be able to get some kind of scholarship with us. And those scholarships would be valid for each year you study. So if you were going to study a foundation year, you might get a £2,000 scholarship. And then if you wanted to, you moved into an undergraduate degree with us afterwards, you would get a progression bursary. So that would mean I think you get £3,000 off your fees. Then you would get another scholarship off your fees. And then if you wanted to pay some of your fees early, you get more money off. So we're really there to help the student. And while we're talking about money, how much does it cost to live in Bournemouth? I would say it's about 20% cheaper than London. And we ask students, it's about another £10,000, £11,000 a year to include your accommodation and food, if you want to budget. It's important, I think. Life's too expensive right at the moment. So now what I'm going to do, that was a very short introduction, I think, into Arts University Bournemouth. I'm going to focus on one course, just because I love this course, and it kind of represents Arts University Bournemouth very well, because what we do very well. And the model making course, in the whole of the world, there are 5 courses. In the UK, there are 2, and we are the top one out of all of them. And this course, I can guarantee, I can tell you that by the time you've come to your 3rd year, halfway through, you will have been given a job. It's a very, very sought after talent. Our students get jobs very quickly. And you might wonder, what is model making? Well, it's not just making crocodiles. If you look everywhere around you, the model maker works in museums. Things that you see in museums are usually not the original, it's a copy. They work in business, they work in industry.
work in architecture. Like I was saying, we work with big companies like Zaha Hadid architects. They work very closely with our model makers and with our architect students, for example, for the high quality. That maybe isn't the best picture, I think. Doesn't show much detail there. There's a few more. Work in the film industry. Now, the film and TV industry is a huge market for our students. Like I said, we have that film school, and our model making students work right across that, from animation to film props, all the way through even to, I'll show you, to VFX modeling, 3D modeling, exhibitions. These are just some fun places where a model maker might work. Digital modeling, a very sought after skill. So just to show you, this is a nice story. We do, obviously, it's not just making, it's with your hands. It's there's a lot of software involved. One of our students, the girl there at the top there, Vanessa, she did a course in model making, worked with our local museum on a model of one of the, you can see there the mummy that they had in the museum. Then after her model making degree, decided that she didn't want to do model making. She was interested now in forensics. She did a master's in forensics afterwards. And now she works for the London Police Department in London. And she's one of the very few people who now does facial reconstruction. So when, you know, when they find bones of dead people or old archaeological things, and she builds faces. It's just amazing things that you've never thought about. We have another model making student. She works in prosthetics, makes tattoos for false legs, very strange things like that. So what kind of student do we need? Are we looking for? We like students who are very open to experimentation. And this will be, I'm sure, talked about in the portfolio, because that's what we like to see in a portfolio. Students who aren't scared to have a try at anything. So another thing about portfolios, well, I'm just going to touch on it very briefly before we go on to it, is that it's important that you check which courses require a portfolio, because not all courses will. As you can guess, a film production, we require a show reel. So that's a short film. In our acting, we require auditions, for example. These are just what we require. These are just very quick introduction. I will skip over this because I know that Edwige will talk about this in more detail. But as I was saying, we like people who like to draw, people who like to look. We want to see that you're observing your surroundings and that you're quite happy to have a go at anything. One thing that we find as a university is that we see a lot of portfolios, and our film production course, for example, might not be the same content as a film production course in another university. And it's so important to you as a student to read what the course is about in each universities, because they might be a completely different course. So those are just a few top tips there. We are also able to give you advice on your portfolio before you send it in. When you apply, you put your application into to UCAS or through your agent, and then the university will then write back to you and say, can we please have your portfolio? And normally we expect that portfolio to be with us within 30 days. So you have time still to get your portfolio together. We don't expect you to send that at the same time that you apply. And if you want to, we can also look at your portfolio. This lady, she's a Sarah Charles, she's a lovely lady, an academic course leader. She'll go through the work that you have and recommend any changes or amends that she would think that you have to do
to your portfolio before you actually send in the final one. It's free, and I really recommend that you do it. So this is a nice little film. I'll finish now, more or less, I think, with this nice little film that hopefully will inspire you. The future, right? That belongs to the makers. Making work, making things, and making money. And it's okay to doubt yourself. But if you think you got that one thing that you do, that glows in the dark, like you're designing, you're acting, drawing, or whatever feels right, then you need to follow that. That's worth going after, and don't lose that feeling. The one thing you do know about the future is that you don't know it. But I will be working with tech that's not been invented yet, knowledge that's not been discovered yet, and problems we don't know yet. And these are all big things. And you can't apply the same old ways of thinking about stuff. You're going to need to be creative, and that's what the future's going to need. So I love that film just because it is really, really true. Being a creative person is the best thing, I tell you. Please follow us on social media. There's on things. And if any of you want to talk to me about anything at all, there are my contact details and Sarah's as well. And a very cute little mouse made by a model maker. And that's it. That's me. Thank you, Tania. Okay. Thank you so much. Si jamais vous avez des questions, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé au tout début, mais vous avez un outil questions et réponses via le Zoom qui vous permet de poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à en poser via cet outil et soit j'y répondrai directement dans le chat. Sinon, de toute façon, à la fin de la session, on aura un petit peu de temps pour prendre vos questions éventuelles et y répondre en live. Donc, voilà, soit via écrit, soit en live, comme vous préférez. Et du coup, je vais laisser la main à Edwige pour qu'elle puisse nous parler un peu plus en détail justement de la préparation des portfolios. C'est quelque chose qu'on a beaucoup évoqué depuis le début de cette présentation. Et donc, elle va pouvoir vous donner un petit peu tous les conseils nécessaires pour réussir la préparation de vos portfolios pour intégrer des écoles d'art à l'étranger. Edwige, c'est à toi. Merci. Thank you very much, Tania. Merci, Alice. Donc, en effet, je vais rebondir sur tout ce qui a été dit de la part de Tania et Alice pour vous donner des informations et surtout des conseils. Donc, je vous invite bien évidemment à prendre des notes parce que tout ce qui sera dit vous sera certainement, je l'espère, très utile pour réaliser vos portfolios. Tout d'abord, et je rebondis sur ce que disait Alice, et vous l'avez vu, le portfolio est un incontournable pour intégrer une école d'art appliqué dans toutes les écoles pour lesquelles vous allez candidater. Vous l'avez vu, le portfolio est un incontournable. Deuxièmement, puisque Tania précisait qu'il donnait des conseils pour la réalisation de leur portfolio, je tiens à préciser qu'il n'y a pas un portfolio. Vous comprenez par le biais de ce que disait Tania, il y a des portfolios. Nous adapterons le portfolio. Il est essentiel de comprendre que votre portfolio devra être adapté en fonction des écoles que vous visez. Non seulement en fonction du profil de l'école que vous visez, mais également en fonction des attendus et des prérequis. Vous l'avez vu, Tania vous l'a bien insisté là-dessus, chaque section va avoir une exigence particulière, que ce soit sur le fond tout comme sur la forme. Donc, je vous demanderai d'être très vigilant. Et nous, évidemment, quand on vous accompagne pour réaliser le portfolio, on prend ce soin de vous guider là-dedans. Avant de démarrer, on va bien faire la part des choses entre les beaux-arts et les arts appliqués. Vous me permettez de prendre 2 secondes pour vous resituer cela, parce que bien évidemment, ça vous aidera dans vos choix d'école et également de mieux comprendre les attentes des jurys. D'une manière générale, les écoles de fine art, de beaux-arts, c'est mettre sa créativité, enfin d'art appliqué, pardon, c'est mettre sa créativité au service d'une contrainte donnée. À savoir que si on vous demande de repenser l'aménagement de la pièce dans laquelle vous êtes, vous allez devoir prendre en compte, bien évidemment, des contraintes techniques, mais également la fonction de cette pièce, ce que vous y faites et l'utilisation que vous voulez en faire. Et votre voisin, s'il il rentre dans cette pièce-là, elle l'a fait à des fins personnelles, il ne fera pas les mêmes propositions.
Donc, les arts appliqués, qu'il s'agisse du produit, de l'espace, de l'animation, c'est mettre votre créativité au service d'une contrainte donnée, forme, fonction, matériaux ou contexte. Les beaux-arts, la démarche créative sera différente, à savoir qu'il s'agit de mettre en avant sa problématique au travers d'un mode d'expression que vous allez choisir. La photo, la vidéo, l'installation, la sculpture, etc. Pourquoi je vous précise ces points-là? Parce que bien évidemment, lorsque vous allez sélectionner une école, vous aurez des écoles qui vous seront beaucoup plus uniquement art appliqué et d'autres qui seront plus beaux-arts. Et les modalités, les attentes au travers de votre portfolio vont légèrement différer d'une école à l'autre. C'est la raison pour laquelle, je vous le précise, il n'y a pas un portfolio, mais il y a des portfolios. Ici, vous avez sous les yeux très rapidement un rappel, mais Alice le disait, des domaines, des grands domaines des arts appliqués, et vous l'avez vu qu'il y en avait plein d'autres dans ce que proposait notamment Tania. Les grands domaines, l'animation 2D, 3D, jeux vidéo, je vais passer très rapidement là-dessus, l'architecture d'intérieur, le produit, le graphisme, la mode, le fashion, l'illustration et tant d'autres. Voyons maintenant, et c'est évidemment ce qui vous attend, les critères d'une manière générale des attentes des jurys. Il faut bien comprendre que pour entrer dans une école d'art appliqué ou de beaux-arts à l'international, le savoir-faire, c'est une condition nécessaire, relative, mais pas suffisante. Alice vous l'a dit, dans la plupart des cursus, qu'il s'agit du Royaume-Uni, qu'il s'agisse du Pays-Bas, qu'il s'agisse de la France, vous avez une première année appelée Foundation ou une année préparatoire dans la plupart des formats d'école que vous allez viser. Donc le savoir-faire, la maîtrise technique du dessin sera très relative. Sauf, d'une manière générale, pour entrer dans les écoles d'animation où on va vous demander un certain niveau de dessin, même pour la Foundation. Par contre, dans toutes les formations, ce que l'on attend de vous dans le savoir-faire, c'est la maîtrise du croquis rapide, de montrer à vos jurys que vous avez compris que le dessin n'est pas simplement un moyen de représenter quelque chose, mais également un outil pour prendre des notes, pour développer des idées. Vous l'avez tous vu. Si jamais vous demandez à un architecte de repenser une pièce, rien ne sera plus agréable si en 2 temps, 3 mouvements, il vous fait 3 gribouillis pour exprimer vos idées. Vous avez tous vu certainement des croquis de stylistes et contrairement à ce que certains d'entre vous ont tendance à faire quand vous voulez devenir styliste et que vous faites des dessins, vous voyez bien que ce sont d'une certaine manière des gribouillis. Donc, notez-le à partir d'aujourd'hui, même si malheureusement le croquis rapide ne s'acquiert pas en appuyant sur un bouton et qu'il faut du temps pour maîtriser le croquis rapide, mais dès aujourd'hui, vous devez absolument avoir tout le temps sur vous un carnet de croquis et gribouiller le plus possible que vous le pouvez. Des notes, des recherches. Et c'est la raison pour laquelle, Alice le disait, une candidature en école d'art, dans l'idéal, on la prépare 1 an à l'avance, mais bien évidemment, pour ceux qui se réveillent maintenant, il n'est jamais trop tard. Surtout que nous avons mis en place plein d'astuces pour vous permettre très rapidement de décrocher, j'allais dire, ce sésame et réaliser vos rêves et de maîtriser le croquis rapide. Le deuxième critère de sélection, d'une manière générale, des jurys, c'est votre potentiel de créativité plastique et conceptuelle. Tania l'a dit, la priorité de ce qu'on attend chez un élève, vous l'avez certainement noté, hein, ce qu'ils attendent évidemment, c'est le open to experimentation. Je l'ai noté de ce qu'a dit Tania. On attend de vous d'identifier votre potentiel de créativité. Alors vous allez me dire, vous êtes gentil, hein, mais qu'est-ce que ça veut dire potentiel de créativité? Eh bien, c'est tout simplement votre capacité à montrer à votre jury, votre capacité à avoir des idées autour d'une contrainte donnée. Avoir des idées plastiques et des idées conceptuelles. Des idées plastiques, ça veut donc dire que votre portfolio ne contient pas simplement des peintures que vous faites toujours, des photos que vous faites toujours, du modelage, de la sculpture, mais vous allez devoir mettre dans votre portfolio pléthore d'éléments d'expérimentation plastique. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de montrer votre capacité à sortir de votre zone de confort. Et par définition, créer, c'est aller vers ce qui n'existe pas. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne vois pas vos réponses, mais j'aimerais bien vous voir hocher de la tête, évidemment. Donc, dans votre portfolio,
Vous l'avez vu dans ce que demande l'école que Tania présentait, mais également, vous le verrez dans toutes les formations, le portfolio, c'est très peu de pages. C'est 8, 15 pages grand maximum. Ça sera donc très peu de projets, mais des projets poussés dans tous les sens. La partie conceptuelle, je vous ai mis du potentiel plastique et conceptuel. Plus vous irez vers des écoles qui ont des profils beaux-arts, et vous me voyez reboucler sur ma première slide de tout à l'heure, à savoir mettre en avant votre capacité à soulever une problématique, plus le concept et l'idée que vous allez travailler et exprimer plastiquement sera importante. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on vous accompagne pour réaliser votre portfolio, soit vous avez déjà des projets et on va s'appuyer sur vos projets pour vous aider à soulever une problématique et après faire plusieurs propositions plastiques autour de cette problématique, ou bien nous vous aiderons, nous vous proposerons des sujets avec une problématique, un sujet que vous traiterez et on vous accompagnera évidemment pour l'exprimer plastiquement. Je vous rappelle, je ferai un point là-dessus sur vos spécialités s'il y a besoin, et vous le comprendrez avec cette idée conceptuelle. Le troisième critère, c'est ce que j'appelle la tête bien faite. La tête bien faite, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement, d'une part, rassurer votre jury sur le fait que vous avez compris que les idées, elles ne viennent pas en regardant le plafond, mais elles vont venir par l'utilisation de vos connaissances pour les mettre au service de votre créativité. Le deuxième axe de la tête bien faite, c'est montrer votre maturité de projet. Nous avons évoqué par l'intermédiaire de Tania et Alice la foundation en disant que c'était l'occasion de tester, de découvrir et de voir si vous vouliez faire des arts appliqués. Eh bien, nous, lorsqu'on va vous accompagner dans la préparation du portfolio, ce sera un moyen de tester vos motivations, de découvrir les enjeux de chacune des disciplines que je vous ai présentées tout à l'heure. Pourquoi c'est fondamental? Parce que vous l'avez bien vu dans la présentation des deux personnes précédemment. Le premier critère de sélection, c'est votre maturité de projet. Ça va être d'être capable de rassurer le jury et de répondre à la question de pourquoi je veux faire du cinéma d'animation, quel designer de demain je vais être. Alors, on ne vous demande pas de nous faire une fiche technique, mais de parler de vos rêves, de vos projets. Et tout cela, c'est en faisant le portfolio que l'on vous aidera à apporter ces éléments de réponse-là et donc, bien évidemment, de rassurer votre jury au travers de votre dossier de candidature ou lors des entretiens. Et que les écoles, ce qu'elles cherchent avant tout, c'est des élèves qui vont, certes, on l'a dit, avoir un potentiel de créativité, mais également avoir compris le processus de créativité et surtout compris pourquoi ils veulent faire du design. Rassurez vos candidats, vos jurys sur la raison pour laquelle vous êtes en face d'eux. Pourquoi vous voulez faire du design? Comment vous vous projetez en tant que créatif de demain? Alors malheureusement, je ne peux pas vous dire de poser des questions, mais n'hésitez pas, je vois que le chat ne se remplit pas beaucoup, n'hésitez pas à poser des questions, je pense on pourra vous répondre bien évidemment tout au long à l'issue de cette présentation. Finalement, votre portfolio, ça va être comme ce magnifique gâteau au chocolat que vous avez sous les yeux ici. Ça tombe bien, c'est bientôt pour les Français l'heure du dîner. À savoir que si jamais je vous ai à tous présenté ce gâteau, il se trouve qu'une partie d'entre vous va adorer mon fondant au chocolat. D'autres préfèrent quand il est plus cuit. D'autres préfèrent quand ils ne vont pas le goûter parce qu'ils n'ont pas faim et d'autres n'aiment pas le chocolat. Alors moi, je suis embêtée. Je considère que c'est le meilleur gâteau au chocolat que j'ai fait. Tout comme quand je vous demande pourquoi tu veux mettre ce dessin-là, vous allez vous dire, ah mais parce que je l'aime bien. Mais on s'en fiche que tu l'aimes ou pas. La preuve, c'est que moi, mon gâteau au chocolat, bah, je ne peux pas miser sur le fait que tout le monde l'aime. Par contre, au vu de l'image que vous avez sous les yeux, de la consistance du gâteau, quelle est la question? Si vous recevez ce gâteau ou vous l'avez devant vous et qui vous intrigue, quelle est la question que vous allez tous me poser? Vous allez me demander comment tu l'as fait. Eh bien, votre portfolio, vous ne devez pas miser sur le résultat final, la preuve en est. Par contre, vous allez devoir amener des éléments qui vont expliquer au jury comment vous êtes en arrivé là. Le portfolio, c'est un cheminement. Tous les éléments, les outils de cheminement qui vont vous permettre d'arriver à la production finale. Donc, ne l'oubliez pas, ce n'est pas le résultat final qui compte, mais c'est le cheminement. Alors, que vais-je mettre dans mon portfolio? Eh bien, dans mon portfolio,
Je vais mettre des éléments. Je vous le dis différemment ici, on reboucle les slides précédents. Je vais mettre des éléments qui vont rassurer mon jury sur pourquoi je candidate dans telle section ou pourquoi je candidate dans tel domaine d'activité. Bien évidemment, la foundation, je vais juste faire une aparté là-dessus. On l'a dit que c'était une année de transition qui vous permet bien évidemment d'acquérir des fondamentaux, mais également d'affiner votre projet. Mais moi, je vous invite, quand vous postulez en foundation, de voir plus loin. La foundation, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Donc, si vous voulez vraiment convaincre votre jury, même si vous n'êtes pas sûr de faire du produit, du fashion, etc., dites-vous bien, voyez plus loin, j'allais dire, que le bout de votre nez et regardez, quand vous visez l'école, les diplômes que propose la formation au-delà de la foundation. Ça me semble essentiel. La foundation, c'est un moyen, mais ce n'est pas une fin. Donc, évidemment, dans votre portfolio, il faudra rassurer sur la maturité de projet. Et comment? Ben, je vais rassurer sur la maturité de projet. Eh bien, en mettant des sources d'inspiration, en mettant des références, en mettant, comme le disait Tania, par des photographies, montrer que j'ai observé, que je me suis interrogée sur l'environnement et ce qui m'entoure. Je veux aller en produit, par exemple, eh bien, je mettrai quelques références de designers. Je pourrais mettre dans mes projets une série de photos où j'ai observé la manière dont s'assiedent les gens pour montrer que je m'interroge sur la posture de s'asseoir, par exemple, et que je m'interroge à ce moment-là sur le design qui est d'associer la forme, la fonction, le matériau et l'esthétique. Bien évidemment, je vous ai mis du savoir-faire. Le savoir-faire, on l'a vu, ce ne sont pas des jolis plans parce que vous voulez rentrer en architecture ou des jeunes filles bien faites ou jeunes hommes bien faits en fashion parce que vous voulez rentrer en fashion. Ce sera des croquis rapides, des croquis de votre quotidien. Montrez, je le répète, que vous gribouillez tous les jours, que c'est un outil de développement d'idées. Et les jurys adorent, même si vous êtes convoqué après à des entretiens, ou même lorsque vous êtes en visio, n'hésitez pas à montrer vos carnets de croquis, à montrer l'accumulation de vos carnets. Et vous aurez simplement sélectionné quelques pages. Enfin, vous allez mettre en avant votre capacité, Tania l'a dit, votre créativité. Donc, dans le portfolio, je mettrai quelques projets, mais je vais mettre un peu vraiment des expérimentations. Mais les expérimentations, alors, n'allez pas chercher les bricolages que vous faisiez au collège. Les expérimentations, c'est simplement montrer, vous allez mettre du collage, de la photo, de la vidéo, mais en lien avec vos sujets d'une part. Et évidemment, il faut être en mesure de justifier d'une certaine manière pourquoi vous avez à ce moment-là choisi de faire un collage, pourquoi vous avez essayé de faire un modelage, que vous a apporté ce travail de la matière, cette recherche, hein, dans un seul objectif, je le répète, vous l'avez sous les yeux, montrez votre capacité à expérimenter, d'accord? Votre appétence pour la matière. Montrez que vous avez, je me rends compte en me voyant dans la vidéo que je suis en train de malaxer avec mes mains, mais c'est montrer ce goût que vous avez pour l'expérimentation. Et lorsque vous serez convoqué aux entretiens, évidemment, la plupart du temps, vous envoyez vos portfolios en PDF, mais n'hésitez pas. Et certaines écoles, notamment la San Martins par exemple, mais d'autres écoles, vous demandent de venir avec les originaux. Et pour nous, membres du jury, c'est essentiel. Parce que mine de rien, nous sommes des gens tactiles et qu'on a besoin de voir, on a besoin de caresser un papier, on a besoin de sentir la matière. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, vous envoyez vos portfolios en PDF, mais lorsque vous venez en entretien, alors ne venez pas avec des valises, mais sélectionnez certains projets que l'on pourra voir. Pour les projets également, dans le portfolio, je vous donne des petits tips. Je vais être rapide, il me reste plus que et je vais être très rapide, mais quand vous mettez des projets, Tania l'a dit évidemment, jouer sur la qualité, hein, ne négligez pas la qualité. N'oubliez pas que ce qui compte, c'est vos travaux. Donc ne me les mettez pas en petit avec un grand texte, mais plutôt des visuels visibles avec un petit texte ou des mots-clés d'accompagnement. Mais également, n'hésitez pas à préciser. Alors, le jury n'est pas aveugle. Donc, évidemment, vous allez me dire, je ne veux pas mettre aquarelle alors que je vois que c'est une aquarelle. Mais par contre, vous pouvez préciser au moins le format. C'est essentiel parce qu'il y a toujours une différence
Et là, si vous êtes convoqué après un entretien, c'est très embêtant. Quand vous avez mis sur votre feuille, votre format A4, une grande image, on a l'impression que ça va être un 10 mètres par 3 et qu'en fait, vous arrivez avec quelque chose de 3 centimètres par 4. Donc, n'hésitez pas, dans la mesure du possible, à mettre éventuellement le médium, mais également le format, tout comme dans les appareils photo, le type de photographie. Et enfin, dans votre portfolio, donc je le répète, vous mettez des croquis, éventuellement des dessins en fonction de la mention et des attendus des jurys pour votre savoir-faire. Vous allez mettre des références qui vont montrer votre maturité de projet ou de rassurer. Vous allez mettre des expérimentations qui vont montrer votre capacité à expérimenter. Et enfin, vous mettrez des liens, montrer le processus et comment sont venues les idées, des liens avec le choix de vos spé, vos références, des références d'artistes. Vous devez absolument montrer cette ouverture au monde et cet intérêt pour la création contemporaine. Vous ne pouvez pas prétendre vouloir créer le monde de demain si vous ne vous intéressez pas au monde d'aujourd'hui. Et ça, il faut que vous le montriez dans votre portfolio, par des références, par des sources d'inspiration. Et les références, ça peut être de la littérature, ce n'est pas que des tableaux. Alors évidemment, dans la mesure du possible, essayez d'éviter ce que j'appelle les pains de boîte de chocolat, les Monet, Manet, Jean-Paul Gaultier, etc. Mettez des artistes contemporains d'aujourd'hui. Vous voulez en fashion, mais allez chercher des créas qui ont présenté la Fashion Week cette année, des photographes qui ont reçu cette année des prix. N'allez pas chercher les artistes du 19e ou du 20e siècle, j'allais dire. Montrez que vous vous intéressez à la création contemporaine. Et montrez également que vous vous intéressez au monde d'aujourd'hui. Des références à l'actualité, des références à la littérature, des références au cinéma. C'est essentiel. Vous ne créez pas, je le répète, je suis désolée, mais les idées, c'est très prétentieux de penser qu'elles vont venir juste comme ça. Les idées, elles viennent par la recherche, par l'investissement. Et c'est pour ça qu'un portfolio, ça prend du temps à se préparer. Même si vous avez déjà des projets, sachez-le, nous, que ce soit au travers de nos packs de cours, que ce soit au travers des bilans que l'on fait, des accompagnements de portfolio, on va toujours partir sur vos projets si vous en avez. Et à partir de là, c'est à nous de travailler, de trouver comment on va pouvoir remonter la boucle pour vous permettre de montrer quoi? Montrer ce cheminement. Je pensais avoir fait un dessin de cheminement, mais je ne l'ai pas. Donc, montrer tout ce cheminement et comment vous êtes arrivé là. En conclusion, si je n'ai pas été assez précise, vous l'avez sous les yeux. Dans votre portfolio, vous mettrez des croquis, des expérimentations, des références. Montrez que vous êtes capable de travailler en workshop. C'est essentiel, ce point-là. Hein, vous le savez ou pas, mais à l'heure actuelle, moi, quand j'ai démarré en création, vous m'excuserez de parler de moi, mais quand j'ai démarré, nous, on était, pour ne pas le dire, je travaillais chez Chanel, on était au 18e sous-sol, au fin fond. Le studio créa, il fallait aller le chercher. À l'heure actuelle, la créa, elle est au cœur de l'entreprise. Et elle est au cœur de l'entreprise et vous ne pouvez plus travailler tout seul. Vous allez travailler en permanence interconnecté avec les autres. Vous devez montrer cette capacité à travailler avec les autres. Et d'ailleurs, si vous me permettez 2 minutes de digression sur votre parcours sup, sur le parcours sup, pour conclure tout ce que je viens de vous dire, on ne vous demande pas une lettre de motivation. Là, ce n'est pas pour les écoles internationales, mais je le précise quand même, parce que les demandes sont les mêmes sur le UCAS ou sur tous les dossiers de candidature qu'on vous demandera à l'international. On vous demande une lettre de projet motivé. On vous demande un personnel statement. On vous demande sur Parcoursup vos expériences d'encadrement. Ah, qu'est-ce que ça vient faire là? Eh bien, c'est tout simplement être rassuré sur votre capacité à travailler en équipe, à vous positionner, à vous interroger et vous intéresser aux autres. On vous demandera votre ouverture au monde. On vous demandera vos expériences d'encadrement, votre ouverture au monde. On vous demandera, j'ai un trou de mémoire, vos expériences professionnelles. Sur les expériences professionnelles, bien évidemment, on verra, et ça, vous pouvez le mentionner aussi, le mettre dans votre portfolio. N'allez pas chercher votre stage de troisième. Les expériences professionnelles, ça peut être une rencontre avec un artiste, ça peut être une rencontre avec un designer, ça peut être une exposition qui a été un choc, une
une émotion forte. Et d'ailleurs, c'est pour ça que lorsque vous travaillez avec nous lors des stages, on vous fera toujours travailler avec des professionnels pour que ces rencontres-là puissent nourrir votre Parcoursup et vos personnel statements. Et évidemment, je reviens sur que mettre dans son portfolio votre processus de créativité et donc toutes vos recherches. En 4 mots, tout l'enjeu d'un portfolio. Et nous, du coup, par voie de conséquence, j'aime pas ce du coup, et quand on vous prépare aux entretiens, je vous reprends tout le temps, donc excusez-moi. 4 axes pour préparer votre portfolio. Et pour nous, c'est notre pilier, sachant qu'on vous accompagne individuellement dans vos projets. Boostez votre créativité, développez votre savoir-faire en fonction des attentes des écoles et en fonction de ce que vous viserez, foundation ou première année. Il est évident qu'une première année, le savoir-faire ne sera plus relatif. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, puisqu'on considère que vous avez déjà une année préparatoire derrière vous. Votre culture, votre ouverture au monde et votre bagage culturel. Et un dernier point que trop souvent vous négligez, c'est votre esprit critique. Et cet élément-là, Alice disait, la foundation, c'est un moyen aussi de tester ses motivations. Eh bien, je pense qu'en effet, être accompagné pour réaliser son portfolio, c'est un moyen de tester ses motivations et de développer cet esprit critique. Et l'esprit critique est essentiel, encore plus aujourd'hui avec le développement de l'intelligence artificielle. Parce que vous n'allez plus pouvoir vous contenter d'être juste dans la production et dans la fabrication, entre guillemets. Le terme n'est pas bon. Mais on va vous demander d'être capable de porter un jugement, d'analyser ce que vous propose la machine. Et cet esprit critique est essentiel de montrer à votre jury que vous êtes capable de vous interroger sur ce que vous proposez, de le remettre en question, d'interroger un choix, une référence. Et d'ailleurs, je le précise, votre portfolio, ne mettez pas simplement des travaux dont vous êtes satisfait, entre guillemets, mais vous pouvez aussi mettre des travaux que vous avez décidé que finalement, ils n'allaient pas. Montrez que vous êtes interrogé et que ce travail eh bien, ne correspondait pas au projet que vous aviez envie de l'intention que vous aviez. Vous avez le droit de mettre des allers-retours comme ça dans vos portfolios. Donc, toute notre pédagogie est basée sur ces 4 éléments-là. Eh bien, écoutez, voilà, donc très rapidement, juste pour vous tous, sachez que donc avec Studi Expérience, nous travaillons main dans la main, alors depuis plus de 10 ans ensemble, avec comme objectif, évidemment, on a exactement avec Marc, avec qui je travaille depuis très longtemps, et maintenant Alice, on a le même objectif, c'est de vous permettre de réaliser vos projets et d'intégrer l'école de vos rêves, premièrement. Et deuxièmement, l'un comme l'autre, on part du principe que le choix, c'est la liberté. Mais pour choisir, il faut connaître. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous travaillons ensemble, on travaillera vraiment ensemble sur l'accompagnement. Souvent, Alice ou Marc vont vous mettre en relation avec nous pour vous aider à réaliser le portfolio. Et cette portfolio-là, on fera toujours une fiche de synthèse sur les axes que l'on a décidé de mettre en avant pour qu'on les retrouve bien évidemment au travers de l'ensemble de votre dossier que prend en charge Studi Expérience. Il ne peut pas y avoir le portfolio, il ne peut pas être dissocié de l'ensemble, et Tania le confirmera, mais il ne peut pas être dissocié de l'ensemble de votre projet. Il doit y avoir du lien, et ce sera ma conclusion, entre ce que j'écris, ce que je montre et ce que je dis ensuite à l'entretien. Et ce trépied-là, il se fait à plusieurs mains, j'allais dire, et avec plusieurs cerveaux. Vous, Studi Expérience et bien évidemment nous-mêmes. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça a été clair. Et ben, je reste à votre dispo pour répondre à vos questions, tout comme Alice. Je repasse la parole à Alice. Merci Et beaucoup, j'arrête le Edwige. partage. C'était très très clair, c'était très très complet, c'était parfait. Effectivement, hein, comme Edwige l'a dit, tout accompagnement qu'on va proposer, c'est vraiment un travail de duo, trio. On a aussi au sein de cette expérience des personnes qui sont spécialisées sur la rédaction des personal statements. Et c'est vrai qu'on travaille tous ensemble pour faire des dossiers d'admission pour les écoles d'art qui sont vraiment cohérents et où toutes les parties s'imbriquent bien pour que justement derrière vous puissiez présenter des dossiers qui font sens et qui vous permettent d'accéder effectivement aux écoles que vous visez. Il nous reste 5 petites minutes. Si jamais vous avez des questions
vous pouvez soit les poser directement dans la partie questions et réponses, sinon vous pouvez tout simplement lever la main via l'outil Zoom, et dans ces cas-là, je pourrais vous donner la parole. Donc je vais laisser quelques minutes, 1 ou 2 minutes pour tous ceux qui voudraient poser des questions ou lever la main. Et puis, ma foi, s'il n'y a pas forcément de questions précises, dans ces cas-là, on pourra stopper ce webinaire. Ça veut dire que dans ces cas-là, tout aura été clair et précis. Ah, Tanya, you got a question. I just one thing. Yeah. I just want to say that it's very important for all you creative people when choosing a university to visit the campus, because as a creative person, you have to be somewhere that you feel in your heart happy. Okay, it's very important. And as you were saying in the beginning, about number 1, number 10, I have to go this. It's not, especially if you're a creative person, where you're going to be spending the next 3 years or 1 year of your life, is very important. So please visit it and look around everything so that you're happy to go there. That's a very important thing. That's all I want to say. C'est très, très vrai. C'est très, très vrai. Voir une université sur le papier et voir une université en vrai, c'est quand même 2 choses qui sont très, très différentes. L'université peut sembler vous correspondre en tout point sur ce que vous voyez, mais le feeling que vous aurez quand vous serez sur le campus, peut-être tout simplement aussi en discutant avec des étudiants qui sont sur place et en échangeant de manière générale, ça peut aussi vous donner des informations qui sont précieuses et une vision beaucoup plus précise, finalement, de ce que vous pouvez retrouver au sein de ces universités. Moi, j'aurais peut-être juste une question, Edwige, pour préparer un portfolio pour une université étrangère. Quel est le timing idéal pour toi en termes de temps? Alors, à la fois l'idéal et le réaliste, on va dire, du temps que ça prend concrètement pour mettre en place un portfolio qui tient vraiment la route concrètement. Alors, merci pour cette question. Je vais reprendre l'expression d'Alice. Si on est dans le monde des bisounours, et Dieu merci, il peut exister, s'y prendre dès la première, c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que la créativité, c'est pas en appuyant sur un bouton que ça vient. C'est une question de posture. Et plus vous avez le temps d'observer, d'expérimenter, et ça vous aidera à développer votre créativité. Par ailleurs, le dessin ou le croquis rapide, c'est un peu comme les abdos. C'est beaucoup plus efficace 1 minute tous les jours qu'une série de temps en temps. Par contre, ça, c'est dans un monde des bisounours. Mais Dieu merci, on a la moitié de nos effectifs qui sont dans ce monde-là. Par contre, bien évidemment, la plupart d'entre vous, vous allez me dire, vous êtes gentil, mais nous, en terminale, on sait à peine ce que l'on veut faire. Et donc, c'est là où nous avons mis en place, d'une part, une pédagogie hyper réactive. Et comme je le disais, on est vraiment sur un accompagnement individualisé. Donc, même un élève qui, aujourd'hui, à l'issue de cette visio, se dit, oh, en fait, j'ai quand même envie de présenter UCAS. Ah, mais j'ai pas grand-chose. On sera en mesure de mettre tous les moyens en place pour vous aider à faire le portfolio. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment sur un accompagnement individualisé et sur mesure. Et que à partir de ce moment-là, on va faire un inventaire de vos projets et si vous n'en avez pas, on va vous accompagner. Donc, on peut faire avancer de 1 an et demi à l'avance à presque 3 semaines à la dernière minute. Alors, bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faudra pas travailler à ce moment-là, mais on a tous les éléments en main, toute l'expérience. Nos équipes de profs et d'enseignants sont super expérimentés et ils ont tous été formés à cette pédagogie qui nous permet, j'allais dire, une pédagogie très anglo-saxonne, qui est du faire pour apprendre, donc qui nous permet en un coup de pouvoir vous accompagner et révéler. Révéler quoi? Votre singularité, votre potentiel de créativité. Pour ceux, par contre, qui ont déjà fait une maquette de portfolio et qui veulent juste une expertise, un conseil, et qui disent, en fait, voilà, moi, je veux juste qu'on me donne un avis et éventuellement, en fonction des écoles, qu'on me dise ce que je dois réajuster. Nous avons mis en place cette année, et je ne sais pas si vous êtes au courant parce que c'est tout nouveau, un module de simplement 5 heures d'accompagnement où on va faire un audit de votre portfolio, une fiche très précise de tous les conseils et les recommandations qu'on vous fait, et ensuite 2 heures de visio tout au long de la réorganisation de votre portfolio. Donc, pour les retardataires et ceux qui ont UCAS, l'échéance arrive bientôt, 2 possibilités. Les Pâques, où là, on va vous accompagner, pof, 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 et on travaillera toutes les vacances de Noël s'il faut. Sachez qu'évidemment, on travaille quand vous ne travaillez pas. Samedi, dimanche et soirée.
hein, comme la plupart d'ailleurs des personnes qui accompagnent les jeunes, mais également on pourra vous accompagner là-dessus. Vous retrouverez toutes les infos, je suppose que vous avez les liens pour nous contacter. Donc voilà. Donc, je sais pas, j'ai répondu à Alice, peut-être un peu trop longuement, Ouais. mais j'ai répondu à Non, la non, question. c'est très bien, c'est parfait. Enfin, ça donne une bonne vision et au moins on sait que voilà, dans un monde idéal, faut s'y prendre tôt, mais que bah, si on se réveille un petit peu tard, il y a toujours des possibilités et c'est le plus important. Alors, Bon, attendez, il y a une question qui nous concerne là, attends, d'Élise, je peux la lire? petite minute, il y a Tania qui Ah, voudrait ah oui. intervenir rapidement. Yeah, sorry. Also, it's important to talk to, if you've applied to the university and you're, after 1 month, your portfolio still won't be ready, talk back to the universities to ask them for more time because they will give it to you. So don't Okay, panic too much, good, but you good. must talk to the university. Oui, c'est vrai qu'il y a des universités qui vont être flexibles sur les timings, qui peuvent comprendre qu'effectivement, un portfolio, ça peut prendre du temps, qu'on peut avoir des contretemps. Donc, ne pas hésiter à discuter avec les admissions en disant, bah voilà, j'ai postulé, je suis très motivée, je suis en train de faire mon portfolio. Je ne Ouais. dirai pas forcément la deadline, c'est Yeah. contre ma volonté, mais voilà, je suis en train de travailler dessus et généralement, les universités vont pouvoir vous donner un petit peu plus de temps. On a effectivement quelques questions qui sont tombées. La première de Aïcha. Comment se passe l'intégration au monde du travail après, pendant les études? Ça, c'est peut-être Tania qui va pouvoir y répondre particulièrement. How does it work with everything with internship and maybe post-graduation employment? Yes, very good question. Because for me, there's no point in going to university unless you're going to get a job. As a mother as well and a creative, some parents sometimes think that the creative arts don't have jobs, and there are more jobs than you would believe. So we work very closely with industry, we call them. So with the professionals, they come to our university, like example I was saying, Zaha Hadid, the architects, that's just for architectures. We have big fashion designers, we have creative writing, all the industry, they come to us to set projects. So our students work on live projects in collaboration with other students, how it would work in the real world. We have a careers department which helps you to write CVs, to how to look for work, LinkedIn, all of that kind of stuff. And we have a very large network of industry to help you get a job afterwards. And for 2 years after you graduate, you are able to ask us for help, if you like, to get you a job. You can still come back and work with us. Internships, the courses you have, depends on the course, but it is possible to go out and do internships within your course time. We work sometimes with like in with other universities. Sometimes we do exchange. For example, in I think we have students going to Korea to do animation, for example. I only remember that one because they came in to do their visas. I had to do some paperwork. But definitely you have internships, and we try to encourage that you do these internships in the holidays if it's possible, because these are serious courses and you do a lot of work. So is that a good enough answer? Yeah, that's perfect. That's Okay. perfect. Donc oui, Yeah. globalement, il y a la possibilité à la fois de faire des stages, souvent pendant les vacances au sein du cours. Et bah, effectivement, les universités ont des liens avec les entreprises et donc peuvent aider effectivement à la recherche à la fois de postes, mais aussi de mise en relation de manière générale pour vous permettre. C'est des universités qui sont très spécialisées sur ces domaines-là et qui... c'est aussi l'intérêt finalement de prendre des universités qui sont vraiment spécialisées dans ces domaines. C'est vrai que des cursus d'art, vous pouvez les faire dans beaucoup d'universités de manière générale. Vous avez des universités généralistes qui vont proposer des cursus d'art, mais prendre une université qui est vraiment spécialisée sur ce domaine, c'est aussi prendre une université qui a tous les liens et toutes les connexions Exactly. vous permettre derrière, post-études, de pouvoir effectivement vous insérer dans les domaines qui vous intéressent. And one more thing, because a lot of our courses collaborate together, once you graduate, very often they look for the makeup artist that I used for my play. The Arts University Bournemouth has a very tight alumni of very well-known things. So sometimes it's not what you know, it's who you know, especially in the creative industry.
especially around alumni. Exactly. Yeah, definitely. Perfect. Thank you so much. Yeah. On a une dernière question qui, je pense, va être pour Edwige, pour le coup, de Lise Lou, qui nous indique que donc, elle veut se présenter en design graphique ou digital. Et s'il est judicieux de mettre des expérimentations et recherches qui peuvent démontrer mes compétences, ou dois-je strictement mettre des choses du type infographie, logo, typographie, art digital? Alors, Lise Lou, question très intéressante. Bien évidemment, donc en terminale marketing digital, vous avez marketing, n'importe quoi, merchandising, vous avez une très belle expérience. Vous allez acquérir un vrai savoir-faire. Donc ça, pour le coup, bah, si tu vises au-delà de ta foundation directement une première année, c'est important de le mettre, puisque comme je disais, là, c'est pas relatif. Par contre, la recommandation, évidemment, c'est que ce ne soit pas, tu ne mettes pas une accumulation de projets, mais que tu choisisses plusieurs projets et que tu les pousses pour les travailler en série. Les jurys sont très friands du travail en série, c'est-à-dire plutôt décliner quelques projets que tu as faits et les décliner au maximum en disant, ben voilà, j'ai fait cette proposition-là, mais j'aurais pu faire celle-là, j'ai aussi cette idée-là et cette idée-là. Pourquoi? Pour toujours montrer cette capacité que tu as à avoir des idées. Et que d'une part, et d'autre part, montrer ta capacité également, j'ai mal le dire, mais ta capacité de travail. Parce que avoir une idée, c'est facile. Mais avoir 2, 5, 8, 10 idées autour du même sujet, la création d'un logo ou d'un concept, c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, ma recommandation, Lise Lou, mais après on pourra en parler en aparté bien évidemment, ma recommandation, c'est de faire un choix de quelques projets qui montrent ta maîtrise technique dans différents domaines sur chacun des projets. Et par contre, ces projets que tu retiens, eh bien, tu vas me faire plusieurs propositions. Le travail en série, les jurys adorent. Et j'ai vu Tania sourire quand j'ai dit ça. Donc, je pense qu'on est une fois de plus d'accord là-dessus. Je pense qu'on est dans le 1000 niveau conseil, pour le coup. Je suis en train de parcourir, voir s'il y a d'autres questions, mais j'ai l'impression que c'est bon pour le moment. Si jamais vous avez une dernière question, c'est le moment. Je vous laisse soit lever la main, soit la poser directement dans le chat. Et puis, bah, ma foi, si sinon on n'a pas d'autres questions et que tout a été répondu et que tout est clair pour vous, du coup, ce sera l'heure de se dire au revoir. Je vous laisse encore une petite minute pour... Ah, il y a Edwige qui vient de vous laisser son... Oui, je vous envoie mon téléphone. Bah, je pensais à Lise Lou, voilà, et l'adresse du site si Alors, jamais par elle contre, je veut. Et pense pour que ceux qui ont tu posé l'as... poser des questions, Alors, pareil. attends, je pense que tu l'as envoyé directement à moi. Ah, Je vais le mettre voilà. sur... pour tout le monde. Voilà, comme ça, si jamais certains n'ont pas osé poser Ah, leurs questions devant tout le et monde. pareil pour Tania, je le remets Voilà. pour tout Ouais. le monde. Hop là, comme ça, vous avez le contact. J'ai cru voir une main se lever. Oui. Non, je crois que c'est moi qui ai levé ma main, ma propre main. Bon, Je vais parfait. répondre. Il y a une dernière question de Aïcha. Can you do your foundation year in a university different than the one you were to get your bachelor's degree? Yes, you You can. can. You can. Yes, you can. Definitely. Of course you can. There are advantages of, I'm going to say, if you were to do your foundation with us, and let's say you want to do one of the courses that are very difficult to get or are very competitive, such as filmmaking or animation or illustration, a lot of competitors because they're very high, a lot of applications, people want to apply for that. If you do a foundation with us, we get you to the high level, you go straight into that thing. So you would go straight into filmmaking BA. You have an advantage over 1,500 other applicants because we have made you good enough to go onto that film production course. And that's a real advantage over other people applying to that filmmaking course, for example. Also, you would get a reduction in your fees, your bachelor's. But other than that, no, you can go where you want. Oui, sachant que j'aurais tendance à préciser que malgré tout, je pense que quand vous choisissez une foundation, l'idée, c'est quand même de rester au sein de l'établissement dans lequel vous êtes et de poursuivre. Sinon, ça n'a pas de sens parce que la foundation, elle est quand même faite pour vous préparer avec l'approche pédagogique de l'école dans laquelle vous êtes. Donc, choisissez tant qu'à faire une foundation dans laquelle pour l'école que vous allez rester après. Moi, je pense que c'est important. Oui. De
vous décidez, si vous rentrez chez Tania, l'idée c'est quand même d'y rester au moins les 3 années. Sinon, et c'est la raison pour laquelle Tania disait, allez dans les écoles pour sentir l'ambiance des écoles et vous dire quelle est l'école dans laquelle je vais me sentir mieux. Yeah, but it's not obligatory if you want to go. Non, vous avez raison. Vous It's avez not tout à fait obligatory. raison. Oui, you're right. Completely But right. we would love you to stay. Vous pouvez aussi trouver des foundations dans des établissements qui permettent derrière de postuler dans toutes les universités britanniques. Exactement. Ce ne sont Oh, pas yeah, des universités exactly. à proprement parler, mais ce sont Oui. des établissements qui préparent de manière générale aux études. Mais c'est Exactly. vrai que faire une foundation dans une université pour aller dans une autre, c'est totalement possible en soi. Oui. Mais c'est pas forcément la même pédagogie, c'est pas forcément la même approche. La foundation, par exemple, de Art University of Bournemouth, va être particulièrement adaptée pour aller décrocher Oui. des bachelors dans la même université. Donc c'est pas impossible, mais c'est pas le truc le plus linéaire possible. On a une dernière question qui vient de tomber. Are high school activities taken into account during the application process? Spécialité are the elective students choose within the French bac. So, for example, arts, geopolitics, mathematics, biology. Options and extracurricular activities. Okay. In your portfolio, you can, if it's related to creativity, put that in there. That same thing in your statement. You can talk about, yes, other things that are not necessarily directly related to your art application. You can mention those things, but we do prefer students to obviously to have done some kind of art and creativity to be able to get to us, yes. But if you wanted to study filmmaking, but you make great jewelry, yeah, write about it in your statement if you want to. We love people who are individuals, and the secret to a good statement is to make a story about you. Ouais. And so by the time we get to that last word, if it was on paper, I want to turn it over to read more. So be original in the way you prepare your statement, like you should be in the way you prefer it in your portfolio. From the first to the last word, make it a really good read. And the more individual you are, the more we love it. Love eccentric, crazy people. C'est vrai que le personal statement, c'est un exercice de style qui est demandé par l'université. Et on vous aide à rédiger le personal statement. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire dans le système français du tout. Ça demande des compétences qui sont bien spécifiques. Donc, on vous accompagne sur ce process-là. Et comme l'a dit Edwige précédemment, comme vient de le répéter Tania, c'est pas une lettre de motivation. C'est vraiment un essai de motivation purement personnel. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas l'habitude de rédiger vraiment à la première personne, à se dévoiler à proprement parler. Donc, ça demande un peu de travail, mais ça, ne vous inquiétez pas, on vous accompagne dessus. Donc, c'est totalement des choses que vous pouvez mettre dans votre personal statement et que vous pouvez aborder en plus de votre portfolio. On a une dernière question et puis après, on va être obligé d'arrêter parce que le temps tourne. Either perhaps a graphic design adjacent course at Bournemouth. I was browsing the site, but I'm unsure. Is there a graphic design? Yeah, we have graphic design degree and postgraduate as well. Okay, definitely. Perfect. Yeah, it's great. And it's a great course because you can move within that if you wanted to. With the other courses, maybe you want to study a bit of photography or illustration. Bring all those different subjects within graphic design. It's great to have all those other departments there to help you. Perfect. Come and see us. Dernière question d'Alban qui nous dit merci pour ce webinaire. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Alors, il y aura d'autres webinaires, ça, pas de doute, mais sur des thématiques qui vont être différentes pour le coup. Donc, on fait des webinaires sur un peu toutes les thématiques académiques. Mais par contre, si vous avez des questions spécifiques sur les études d'art, vous avez dans la discussion donc le contact d'Edwige, le contact de Tania. Vous avez aussi, je vais mettre le mien directement aussi. Hop. Donc, vous pouvez nous contacter pour des questions bien spécifiques et sinon, vous serez notifié par mail de toute façon sur les prochains webinaires qui auront lieu, mais qui seront sur des thématiques probablement un peu différentes. Voilà, je suis en train de regarder s'il y a d'autres questions. Non, je pense qu'on a fait le tour pour le coup. Et Alban, nous, on fera un webinaire prochainement sur le carnet, si tu présentes des écoles en France. Le carnet du DNMAT, parce que souvent vous présentez de l'international, mais également en France.
Et donc, on fera un webinaire en janvier sur le carnet demandé sur Parcoursup. Donc, à bon entendeur, salut, ou suivez notre activité, ou je vous enverrai De les toute liens. façon, on partagera toutes ces informations. Là, ce qui va se passer Voilà. globalement, c'est que le webinaire a été enregistré. Donc, de toute façon, vous allez en recevoir une copie si vous voulez le revisionner. Vous avez nos contacts et nous, on communique également via les événements de nos partenaires. Donc, vous aurez effectivement des communications sur les prochains événements qui auront lieu. Et si vous avez des questions spécifiques, vous avez nos contacts. Donc, vous n'hésitez pas. Merci Edwige, merci Tania pour votre présence. Yeah. Pleasure. Merci à Merci beaucoup. d'avoir suivi le webinaire. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Ok, bye bye. See you, Tania. Bye. Bye. Bye.